Donald Trump est entré cette semaine à la Maison-Blanche, un candidat qui avait suscité énormément d'espoir en Israël. Après des années de relations tendues entre l'administration Obama et le gouvernement Netanyahou, les Israéliens sont-ils aujourd'hui soulagés? Regardez. Je pense que Trump va apporter différentes choses, une attitude, un comportement différent, une position plus juste vis-à-vis d'Israël qui va mener à plus de construction, de la croissance, du commerce, à combattre le boycott contre Israël et à d'autres choses. J'espère le meilleur. Nos attentes de Trump sont exactement à l'opposé de ce qu'Obama nous a fait subir. Je veux dire, Obama nous a mis en quarantaine et maintenant on espère que le nouveau président va nous laisser vivre dans ce pays. Simplement, il doit être objectif et ne doit pas prendre parti avec les Arabes et leur non-sens. Être objectif et voir ce dont les Juifs ont besoin et ce dont les Arabes ont besoin. Ce qui me rend heureuse à propos de Trump, c'est qu'il dit des choses que les gens pensent mais ont peur de dire. Sur ce point, il a réussi. Si on dit tout ce qu'on pense et qu'on commence à négocier, c'est possible de bâtir le bon chemin. Les dernières mesures de Barack Obama avant de quitter la Maison-Blanche, le feu vert pour un transfert de 221 millions de dollars à l'autorité palestinienne, une décision présidentielle immédiatement suspendue par Donald Trump après son entrée en fonction. Et pourtant, Maurice, vous avez lu la presse ce matin et de ce que vous en avez conclu, les Israéliens ne devraient pas se faire trop d'illusions. Ça semble un peu contradictoire quand même. Oui, contradictoire parce que ce qu'on a vu de la rue israélienne où les gens finalement mettent de l'espoir en Trump et pensent que les choses vont s'arranger et que ce président-là va éviter de condamner trop fermement Israël à chaque question. Eh bien, dans la presse, au contraire, on analyse finement ce qui se passe à la Maison-Blanche et on pose des questions, notamment si jusqu'à présent l'administration Trump n'a pas condamné, comme le faisait systématiquement l'administration Obama, les projets de construction dans les territoires. Par contre, les responsables américains, les nouveaux responsables de la Maison-Blanche, sont restés très vagues sur leurs intentions concernant Israël et le conflit israélo-palestinien. La presse souligne que finalement, il y a une espèce de double discours, un discours d'attente, et tout le monde attend. Quoi, Valérie? Bien entendu, la prochaine rencontre à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, une rencontre où, dit-on, les deux hommes devraient mettre les choses au point, c'est-à-dire est-ce qu'Israël peut faire n'importe quoi, n'importe comment, ou doit-il toujours prendre l'avis du grand frère américain? En tout cas, Maurice, dès hier, l'administration américaine a annoncé une réduction des budgets alloués aux institutions des Nations Unies qui accordent à l'autorité palestinienne le statut d'État membre. Comment vous l'interprétez, ça, vous, Jonathan Serrero? Alors, ça fait partie des nombreux décrets que prévoit d'abroger le président des États-Unis. Et ce décret, donc, c'est la réduction, voire la suppression de la contribution financière des États-Unis à plusieurs agences liées à l'ONU et autres organisations internationales et la révision aussi d'une série de traités d'après les informations transmises par le New York Times. Il faut savoir que les États-Unis assurent aujourd'hui 28% du financement des opérations de maintien de la paix menées par l'ONU, dont le budget annuel est tout de même de 7,8 milliards de dollars. Le décret de Donald Trump demande de ne plus ainsi contribuer financièrement à toute agence des Nations Unies ou organisation internationale qui remplit un des critères mentionnés dans le document et l'un des critères qui nous intéresse au plus haut point puisqu'il concerne toute organisation qui a accordé un statut de membre à part entière à l'autorité palestinienne ou à l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, donc l'UNESCO, ou la Cour des droits de l'homme de Genève. Oui, demain, nous sommes en tout cas le 27 janvier, une date éminemment symbolique puisque c'est celle de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est à cette date, et c'est cette date qui a été choisie par les Nations Unies pour rappeler la mémoire des victimes de la Shoah, mais aussi toutes les victimes des crimes contre l'humanité. Et c'est justement cette semaine que le rapport 2016 sur l'antisémitisme dans le monde a été remis par le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, en Conseil des ministres. Des chiffres inquiétants. Regardez, Myriam Aman. L'antisémitisme progresse dans le monde, y compris dans les pays occidentaux. C'est le constat inquiétant du rapport annuel remis ce dimanche au Conseil des ministres israéliens. En 2016, 40 millions de personnes ont été exposées à l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Les géants de l'Internet ont promis de s'attaquer au fléau. Pour l'instant, les résultats ne sont pas encore suffisants. L'Allemagne enregistrait une augmentation record de 200%, passant de 196 incidents antisémites en 2015 à 461 en 2016.
La grande majorité de ces actes n'est pas perpétrée par des migrants ou des Allemands d'origine étrangère, mais bien par des sympathisants de l'extrême droite. Le nombre d'actes racistes et xénophobes a d'ailleurs également explosé en Allemagne en 2016. Autre pays épinglé par le rapport, la Grande-Bretagne. Les actes antisémites ont augmenté de 62% en 2016 par rapport à 2015. Et la majorité des incidents étaient enregistrés à Londres. Le rapport souligne également que la parole antisémite a connu une libération sans précédent dans le milieu politique, surtout au sein du Parti travailliste. Une cinquantaine de membres du Labour ont été suspendus en 2016 pour avoir tenu des propos antisémites. Les États-Unis ne sont pas en reste. Les incidents antisémites ont enregistré une hausse de 45% sur les campus universitaires. Le mouvement BDS y est extrêmement bien implanté et connaît un succès grandissant. Le rapport souligne également que 51% des actes racistes aux États-Unis sont antisémites. Le rapport dresse également un constat alarmant dans les pays arabes et les territoires palestiniens qui diffusent les clichés antisémites classiques. La France fait figure de bon élève. Après des années en tête des pays où les actes antisémites étaient les plus nombreux, l'Hexagone enregistre une baisse importante. Le nombre d'incidents antisémites a chuté de 65% en 2016. Maurice Fergan, on a dit inquiétant, moi je dirais même alarmant pour ces chiffres. Que fait le gouvernement ? Le gouvernement israélien, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Ce sont des actes antisémites qui ont lieu sur des territoires étrangers. Donc, le gouvernement israélien peut simplement intervenir. Vous m'avez demandé pourquoi. C'est le ministre de l'Éducation. Parce que dans les écoles israéliennes, finalement, on enseigne aux enfants ce que c'est que l'antisémitisme. Ça fait partie du programme. Et aussi, il y a un ministère de la diaspora qui est censé s'occuper de renforcer les relations entre les Juifs de diaspora et Israël, qui a besoin de budget, et de lutter contre cet antisémitisme et surtout les organisations de boycott israélien qui, elles, ont un financement, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui vient d'organisations internationales. Oui, alors vous l'avez entendu, les États-Unis ne sont pas non plus épargnés par cette montée de l'antisémitisme et la victoire de Donald Trump inquiète les Juifs américains. Il faut dire qu'en Israël aussi, les rescapés de la Shoah se posent des questions. Cassandre Bergel. La situation est tendue en Amérique. Paul Goldenberg, le directeur de Secure Community Network, affilié aux fédérations juives d'Amérique du Nord, a informé la presse des menaces à la bombe dans des centres communautaires, des écoles et autres institutions juives. Des menaces qui réveillent les vieux démons et tourmentent les rescapés de la Shoah. Je suis très inquiète que l'on retourne à la même situation que par le passé. Je veux que la prochaine génération ait une vie meilleure, sans vivre les mêmes choses que ma génération et celle d'avant. Nous devrions pouvoir vivre en paix. D'autres attendent de voir si les mesures prises par Donald Trump seront à la hauteur des promesses de sa campagne et restent choqués par les clichés teintés d'antisémitisme, parfois utilisés par le candidat républicain. L'élection aux États-Unis a été démocratique. Les gens ont voté et Trump a gagné. Nous verrons ce qu'il peut accomplir quand il aura commencé à travailler. Une personne antisémite peut changer après avoir été élu au gouvernement. Il peut changer sa politique. D'autant que la nomination de Steve Bannon comme conseiller en stratégie du président a suscité l'étonnement des associations antiracistes et des démocrates aux États-Unis. Il rappelle les innombrables articles publiés sur son ancien site d'information, Breitbart. Steve Bannon frôlant l'antisémitisme, il y fustige l'immigration et le multiculturalisme. Nous étions troublés lorsque le président élu a annoncé que Steve Bannon serait un conseiller principal à la Maison-Blanche. Il a, selon ses propres termes, décidé de faire de son ancienne entreprise Breitbart la plateforme pour la droite alternative, ce groupe de suprématistes blancs, antisémites et racistes. Les milieux démocrates ne s'étaient pas privés de laisser entendre que la rhétorique utilisée par l'entourage de Trump contre les musulmans, les latinos et les noirs leur semblait être une forme d'antisémitisme masqué. Cependant, Donald Trump peut compter sur le soutien de son gendre, Jared Kushner, juif et petit-fils de rescapés de l'Holocauste. Jared Kushner a été nommé haut conseiller à la présidence le 9 janvier 2017. Il affirme que son beau-père n'est ni antisémite ni raciste, jusqu'à même dire que le président américain est instinctivement pro-juif. Une image présidentielle paradoxale qui n'est pas passée inaperçue des experts politiques israéliens.
D'un côté, on voit les croix gammées peintes sur le métro de New York, ce qui n'était presque jamais arrivé. Et de l'autre côté, la fille de Trump, Ivanka Trump, s'est convertie au judaïsme. Elle est mariée à un juif orthodoxe et ils sont en train de rendre la cuisine de la Maison-Blanche cachère pour qu'elle et sa famille puissent aller leur rendre visite. Donc on voit deux tendances contradictoires. Aux États-Unis, la montée de l'antisémitisme est en croissance constante. Malgré les efforts des autorités pour combattre ce fléau, les attaques anti-juives représentent près de 60% des crimes à caractère religieux. Alors, après ce qu'on vient de voir, Jonathan Serrero, j'ai envie de vous poser une question. Trump, c'est bon ou non pour les Juifs? Alors, de prime abord, lorsqu'on pénètre le cercle familial et de la machine Trump, on pourrait accuser le président des États-Unis d'une quelconque hostilité à l'égard des Juifs. Sa fille Ivanka s'est convertie au judaïsme. Son gendre, on l'a entendu dans le reportage, Jared Kushner, son mari aujourd'hui bombardé, conseiller spécial du président, et que beaucoup aujourd'hui considèrent comme l'homme le plus influent des États-Unis. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que lors de ces années passées à négocier les plus beaux biens immobiliers de New York, Donald Trump était dans l'obligation de travailler avec des Juifs. Bon, alors, si je comprends bien, Trump n'a rien contre les Juifs, mais la question de l'antisémitisme se pose évidemment pour son électorat. Oui, lorsqu'on s'intéresse, quand on pénètre les coulisses de l'entourage de Donald Trump et de l'électorat aussi, vous l'avez dit Valérie, on peut s'interroger sur la nature et le futur des relations entre le président américain et les Juifs. Et pour cause, on sait que parmi les sympathisants les plus véhéments de Donald Trump, il y a le Ku Klux Klan, l'organisation xénophobe suprémaciste blanche américaine. D'ailleurs, à ce propos, le dirigeant de l'organisation raciste, David Duke, a tenu à féliciter chaudement le président des États-Unis, et ce après la cérémonie d'investiture. Il a même déclaré ceci: nous y sommes parvenus, comprenez, à la tête de l'État. Il y a aussi ce slogan qui avait été utilisé durant la campagne de Donald Trump, American First, un slogan qui renvoie à cette organisation isolationniste créée dans les années 40 et qui s'opposait à l'entrée d'immigrants aux États-Unis, à l'entrée en guerre aux États-Unis, pardon. Le mouvement a été dirigé par Charles Lindbergh, l'aviateur, qui était un antisémite connu. Et par ailleurs, durant la cérémonie d'investiture et durant l'allocution du rabbin Marvin Year, certains électeurs et soutiens de Donald Trump ont lancé des appels au meurtre contre les Juifs et certains desseins antisémites. Maurice, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, je crois qu'il faut attendre. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, n'est certainement pas antisémite. C'est sûr que une certaine base de son électorat peut l'être. Maintenant, entre les actes et les paroles, il y a toujours un long chemin. Pour ce que je vois de l'heure, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et surtout, les Palestiniens, eux, ont bien compris que les choses ont changé à la Maison-Blanche. Il suffit de se rapporter à la réaction hier de Saïb Erekat après l'annonce de la construction de près de 3000 logements dans les territoires. Saïb Erekat a dit, finalement, Trump est pour Israël, nous allons nous adresser à la Cour de justice, et c'est la preuve que les Palestiniens, eux aussi, sentent bien que les choses changent, le discours a changé. Maintenant, il faut attendre pour voir si effectivement Donald Trump adoptera une position plus offensive vis-à-vis des pays arabes et des Palestiniens et cherchera à modérer les deux côtés. Merci Maurice Fergan, merci Jonathan Serrero. Restez avec nous dans quelques instants. Notre grand temps, nous allons parler des épidémies dans le monde et vous allez voir qu'en France, notamment, la grippe a secoué les politiques. On en parle tout de suite, restez là, je reviens tout de suite.